Et sans plus tarder, avec le professeur Tadjeddine, j'appelle Christine Katlama, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Vous la connaissez pour son dynamisme, pour sa convivialité, pour son côté avant-gardiste, pour son intuition, pour sa volonté de faire avancer les choses. Et moi, j'ai la chance d'avoir tout appris avec elle, à ses côtés, et je continue à apprendre avec elle tout le temps. Et aujourd'hui, elle va nous parler des stratégies antirétrovirales avec sa vision avant-gardiste pour savoir ce qui pourrait améliorer et la qualité de vie des personnes et l'accessibilité avec des traitements peut-être moins chers et moins toxiques. Donc Christine, on t'écoute. Oh, merci Jade, ça me va droit au cœur. Bon, merci de m'avoir confié ce sujet. C'est vrai que depuis 30 ans, j'adore les stratégies, j'adore la thérapeutique. Voilà, 30 ans, oui, 3 décennies et plus, un peu plus, de traitement antirétroviral. Donc j'aime à dire qu'il a passé son temps à évoluer, à révolutionner notre vision. Je ne vous rappelle pas, 86, le premier antirétroviral, 94, première démonstration d'une prophylaxie efficace, celle de la mère à l'enfant, 93, 96, évidemment les trithérapies, et puis, et Mohamed l'a rappelé, 2006, TASP, la première fois qu'on démontre qu'effectivement, en étant contrôlé, un individu contrôlé ne transmet pas, et ça va changer la vision, on va y revenir. Le traitement universel, on a discouru pendant des années, voilà. 2015, on traite tout le monde. Le VIH est je dis toujours que c'est une septicémie virale, il faut contrôler. Et puis, la prophylaxie sexuelle et tout ça grâce à des molécules. Alors, qu'avons-nous appris? Premièrement, ça vous semblait trivial, mais l'humain est la seule source de transmission du VIH. Donc déjà, ça limite. Les antirétroviraux permettent le contrôle parfait du VIH. Ça tombe bien, on en a. Le contrôle maximal de la réplication permet de bloquer sur l'individu tous les phénomènes délétères du VIH et, on vient de le dire, de prévenir la transmission. Voilà, on touche un moyen de prévenir. Par contre, la réplication virale est toujours délétère. Sous traitement, elle va entraîner la résistance et la transmission, et sans traitement, elle va entraîner la progression de l'individu et la transmission. Donc on a tous les clés. Alors, très clairement, le contrôle, ces études majeures, HPTN 052, je ne comprends pas, j'ai la version anglaise, et puis partenaire, et la mise à jour, comme l'a montré Mohamed, via vraiment zéro contamination. Donc, il faut oser le dire. Et les praticiens que nous sommes ne le disent pas assez, que lorsqu'on est contrôlé, qui est le meilleur argument de vente du traitement, eh bien, on ne transmet plus. Donc très clairement, prévenir les dommages de la réplication, mais surtout libérer les personnes du stress de la contagiosité, stopper la transmission et réduire la discrimination. Alors, ce statut d'indétectable, il est à maintenir à vue. C'est quoi? Comment y arriver? D'abord, être mis sous antirétroviral et les prendre, on va y revenir, mais prendre les bons antirétroviraux. Et sous traitement le plus tôt possible, très important. À la fois, plus basse sera la charge virale, plus élevé les CD4, plus facile sera le contrôle de la réplication, ça a été montré partout, c'est partout, et meilleure sera la reconstitution immunitaire. Y arriver, c'est bien, mais le rester, c'est un grand défi. C'est ce traitement à vie, puisque nous savons que toute interruption du traitement, en l'absence de guérison ou de remission durable, eh bien, le virus reprend ses droits et se réplique. Donc il va nous falloir plusieurs décennies de traitement antirétroviral, ce qui va impliquer une observance, une éducation des patients, une empathie du milieu soignant et des familles, un approvisionnement, et très clairement, et je vais beaucoup insister sur la discrimination, mais pas seulement celle qui est floue de la société, aussi la discrimination dans les établissements de santé. Enfin,
parce qu'il est le premier concerné, il faut mettre le patient au cœur de son suivi et pour ça, il faut lui en donner les moyens. Le non-contrôle de la réplication virale, longtemps on n'a pas tellement fait attention, bon c'est bien on donne des médicaments, mais c'est vraiment un non-sens virologique, je l'ai appris de mes collègues, développement de la résistance, c'est un non-sens clinique, je n'y reviens pas, c'est un non-sens immunologique qui ne sera jamais rattrapé et sur lequel après se fera le lit des cancers et d'autres comorbidités. C'est un non-sens sur le plan privé, on prive quelqu'un de ne pas transmettre et donc on compromet sa vie sexuelle et évidemment c'est un non-sens économique. Avoir passé des années, des mois sous traitement, toute l'organisation, l'interruption pour des raisons X, eh bien conduit à ça. Donc finalement les interruptions de traitement et les ruptures de soins, les ruptures d'approvisionnement, les ruptures en général sont une catastrophe individuelle et collective. Alors on l'a rappelé. Le slogan 2020, il ne nous reste plus beaucoup de temps, cette cascade, 90-90, vous avez vu, on en est loin, mais si on calcule 90-90-90, même si on réalisait les 3 objectifs, on n'aurait que 73% de ce que Mohamed appelait la charge virale communautaire qui serait contrôlée. Et maintenant, on nous fixe 95%. Alors, il reste beaucoup à faire. Mohamed a excellemment bien présenté. C'est vrai que la région, c'est vraiment en collectif très très difficile avec des performances qui sont pas bonnes. Et puis surtout, regardons le nombre des nouvelles infections. Et si on rapporte à une population qui n'est pas exorbitante, eh bien on en avait 20 000 dans la région, 20 000 nouvelles contaminations de gens qui n'auraient jamais dû être contaminés. Alors, non, celle-là ne devait pas y être. Quand débutait le traitement? Grand débat, il évolue encore, mais vous le savez, toutes les recommandations internationales depuis 2-3 ans, voire plus, disent on traite tout le monde. Et pourquoi débuter tôt est primordial? Donc débuter tôt. Il y a une excellente méta-analyse, en particulier avec nos collègues suisses, qui a démontré que, il y avait un nombre de plus en plus important qui débarrait dans les 90 jours, mais on augmente la suppression antivirale, on diminue les perdus de vue et on diminue la mortalité. Alors, il y a un essai que je vous ai rapporté, qui a été montré cette année, que j'aime bien, c'est de la vie réelle, c'est une étude observationnelle, et juste, parce qu'on est préoccupé de l'échec virologique, juste pour vous montrer, vous remontrer, que lorsqu'on démarre un traitement tard, eh bien, on a 3,5 fois plus de risques d'échec virologique. Alors, vous allez me dire pourquoi les gens arrivent tard. Pour beaucoup plus de raisons, mais il nous faudra un autre topo pour discuter de ça. Néanmoins, cette étude cascade, résultat montré l'année dernière, une vaste étude de dépistage proposée à domicile avec le traitement proposé dans la foulée du dépistage rendu positif. Ça se passe au Lesotho. Le Lesotho, c'est une région, c'est un territoire enclavé de l'Afrique du Sud, très montagnier. C'est rural. Le temps d'accès au centre de soins est de 60 minutes. Il n'y a pas de transport en commun. On marche. Donc, 278 patients, 97% étaient complètement d'accord pour démarrer. On a proposé le traitement immédiatement versus les soins standards au centre. Donc, très content, résultat, il y en a beaucoup plus qui vont accepter. Et à 3 mois, regardez, 68% versus 43%. On peut déjà dire, c'est pas terrible, 68%. Mais à 12 mois, lorsqu'on regarde le taux qui sont indétectables au seuil de 100 copies, ça n'est déjà plus que 50%. Et cette année, et il faut toujours donner du temps, eh bien, on a regardé là ce que ça donnait après 2 ans. Eh bien, vous voyez que globalement,
12 mois après le rappel des personnes qui étaient perdues de vue, qui n'avaient pas été engagées, eh bien, on n'a plus de différence significative. Et je vous invite, je ne sais pas si je peux montrer, à regarder, c'est un peu petit, mais très clairement, parce que c'est ça aussi les stratégies, c'est qu'est-ce qui ne marche, c'est pas que les traitements n'étaient pas bons, pourquoi ça n'a pas marché? Refus de soins, transfert, perdu de vue, décédé, tout ça, c'est parce que beaucoup des centres de soins et il y a eu complément d'investigation n'étaient pas adaptés à la vie de ces gens-là. Donc, le propos ici, c'est de voir qu'effectivement, il ne suffit pas de donner, de tester, il va falloir accompagner et que c'est bien compliqué dans certaines zones géographiques, en particulier dans des centres où il persiste une discrimination. Alors, les nouveautés thérapeutiques. Voilà le panel des molécules qu'on a. On a 4 grandes classes, mais il y a plein d'évolutions et dans les quelques minutes qui suivent, on va aller voir les nouveautés. Même si vous ne les avez pas, c'est pour demain et c'est toujours important d'avoir une vision. Alors, des produits, on va y venir, il y en a un nouveau inhibiteur de reverse transcriptase et de translocation, l'islatravir, mais surtout, on a beaucoup progressé aussi dans ces formes combinées. Alors, on connaissait les combinaisons triples, voilà, il y a des petits nouveaux, comme celle qui combine le bictegravir en Biktarvy ou la doravirine, je vais y revenir, mais aussi, l'industriel s'est adapté. Il nous fait maintenant des combinaisons de 2 molécules en une seule gélule et on va évidemment aborder les bithérapies. Alors, le bictegravir, c'est un inhibiteur d'intégrase qui est combiné au TAF, vous voyez, le cousin de tenofovir, et qui très clairement a les mêmes performances que le dolutegravir. Vous voyez les études, donc extrêmement important et une thérapeutique qui est tout à fait utilisée. Une seule gélule, pas très grosse, qui combine cette puissance-là. Deuxième molécule, qui est une vraie innovation, qui est un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase, qu'on peut réellement appeler deuxième génération, qui va être active sur les mutations les plus fréquentes, celles que l'on rencontre en pratique, qui se donne une fois par jour, sans contrainte alimentaire, pas d'interaction médicamenteuse. En tout cas, là, dans les premières données, il va falloir voir ce que ça donne à l'usage en vie réelle, mais une molécule qui apparaît tout à fait intéressante. Plusieurs études ont contribué à son enregistrement et en France, donc il est disponible sous le nom de Pifeltro et combiné sous forme de Delstrigo. Voilà, une trithérapie combinée qui va remplacer l'efavirenz, la rilpivirine potentiellement. Un petit nouveau que j'aime bien et qu'on suit depuis longtemps, c'est comme un jeune artiste. Cet inhibiteur donc, de transcription et de translocation, il a 2 mécanismes. Il est extrêmement puissant. Pour sa classe, il fait plus d'un log 5, donc c'est beaucoup dans cette classe des analogues nucléosidiques. Et puis, il est fluoré, donc il a une très très bonne concentration intracellulaire. Et il est aussi, il donne aussi des concentrations dans le tractus génital qui sont extrêmement élevées. Donc vous voyez tout de suite qu'il va pouvoir être utilisé à la fois en thérapeutique et en prophylaxie. Et surtout, cerise sur le gâteau, il a une longue demi-vie, 120 heures, ce qui autorise en théorie des prises une fois par semaine, voire en mettant dans des nanoparticules et ce sera le cas des implants, des formules à dispersion encore plus lente. Voilà donc ce produit dont les résultats très initiaux, c'est une phase 2, c'est encore la recherche de la dose. Combiné avec celui dont je viens vous parler, ça tombe bien, ils font partie de la même firme. Donc des bithérapies, islatravir, doravirine, c'est des tout petits effectifs, mais en tout cas, ça a l'air, combiné à une trithérapie plus classique, d'être tout à fait intéressant, donc évidemment à suivre.
Une autre approche, qui est un anticorps monoclonal humanisé, qui est un inhibiteur d'entrée dans la cellule via le récepteur CD4, qui marche sur les souches X4-R5, vous voyez le tropisme des souches, et donc qui n'a pas d'interaction avec les autres, qui marche sur évidemment les résistances aux classes classiques et habituelles. C'est quelque chose qui est disponible par voie injectable, mais dans une étude qui est une phase 3 avec peu de gens, des patients en échec avec de la multirésistance, cette molécule a montré une certaine efficacité. Bon, elle est à un prix, je vous dis même pas, mais c'est très très cher. Mais là, on parle du concept, un anticorps monoclonal potentiel dans les multi-échecs. Une autre molécule, un inhibiteur d'attachement du virus, toujours au niveau de la cellule CD4 via la fixation sur le récepteur GP120. Je ne comprends pas parce que mes diapos, elles sont en anglais, j'ai été toutes corrigées, excusez-moi, je ne sais pas quelle version. Bref, donc voilà ce produit qui... non, je sais, elle n'a pas pris la bonne version. Je suis désolée. Très clairement, là, dans des résultats montrés à la dernière conférence à Mexico, l'IAS, vous voyez, chez des gens qui étaient en multi-échec, ce fostemsavir a conduit en combinaison à contrôler 60% des gens. Ça peut vous paraître pas beaucoup, mais c'est important. Lorsqu'on a une résistance à 3 classes, on a besoin d'avoir des produits nouveaux. Et enfin, donc, la thérapeutique est pour l'instant disponible, enfin pas encore commercialisée en France. L'association de cabotegravir, qui est un inhibiteur d'intégrase, et de rilpivirine en intramusculaire, avec des régimes qui seront une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Donc vous voyez, on rentre dans la catégorie des agents qui ne seront pas à prendre tous les jours et certainement extrêmement importants et qui montrent une très bonne efficacité, que ce soit donc chez des gens qui étaient naïfs au départ ou chez des switches. Évidemment, on commence par une phase orale courte pour vérifier la bonne tolérance des molécules. Voilà. La combinaison cabotegravir, rilpivirine, certainement intéressant chez certaines populations. Alors, quelle stratégie on initie finalement avec tout ça? Les recommandations ont beaucoup changé ou vont changer, en particulier les recommandations européennes qui seront révélées dans un mois. Mais vous voyez que les recommandations nord-américaines des HSS ou l'IAS comportent toutes donc un inhibiteur d'intégrase et comportent le dolutegravir ou le bictegravir. Révolution importante, l'OMS a sorti donc ces recommandations au mois de juillet et a mis en avant le dolutegravir. Je suis désolée, je ne sais pas si on peut changer de topo parce qu'on m'a mis un topo que j'ai fait en Russie et c'était en anglais. Je comprends pourquoi mes diapos sont en anglais. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Donc, si on regarde les recommandations de juillet, la première ligne, et ça c'est quand même un mouvement extrêmement important, c'est le dolutegravir combiné au tenofovir 3-TC ou au tenofovir FTC. L'alternative reste l'efavirenz, mais à la dose réduite, mieux tolérée, aussi efficace de 400 mg. Chez les enfants, c'est aussi le dolutegravir, combiné à la bacavir au 3-TC. Et chez les nouveau-nés, on reste avec de l'AZLT et du raltegravir. Alors, pourquoi le choix des inhibiteurs d'intégrase en première ligne? C'est quand même une révolution après des années. Eh bien, très clairement une efficacité, je parle du dolutegravir,
une prise quotidienne, un combiné possible, une barrière génétique extrêmement élevée. Ce matin, on posait la question quid par rapport à l'IP. Bon, comme a dit Marie-Laure Schex, on ne sait pas encore, mais c'est très très élevé. Très peu d'interactions médicamenteuses, des études disponibles chez les femmes. Voilà pourquoi cette stratégie qui va extrêmement vite induire la suppression a été choisie. Je voulais juste l'illustrer. Alors, ça a été montré rapidement, mais dans cet essai Downing, qui est un essai chez des gens qui sont en échec virologique, où le dolutegravir combiné à 2 analogues nucléosidiques se compare au lopinavir, qui était la seconde ligne, chez des gens qui sont bien mutés, c'est de l'échec, avec plus de 90% qui ont la mutation 3TC et 60% qui ont d'autres mutations, plus des mutations NNRTI, plus aussi la K65R. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est important d'avoir des lignes solides. Eh bien, vous voyez, quand on regarde tout, eh bien, cette combinaison de dolutegravir pour Donuc fait 84% de succès versus 70% le lopinavir. Donc là, très clairement, la différence, pas besoin de grandes statistiques pour montrer que la supériorité. Et ceci est important. Que vous ayez eu des mutations que j'ai exposées, 184 ou pas, qu'il y ait eu d'autres mutations, même quand il y a la mutation K65R, même s'il n'y a pas beaucoup de sujets, on est au-dessus de 80% de performance. Donc vous voyez pourquoi, effectivement, ce choix-là, à l'heure actuelle, dans le monde entier, se porte sur le dolutegravir et, de mon point de vue, la transition doit être importante. Une autre étude que j'ai choisi de vous rapporter, qui là encore vient d'être publiée, c'est les femmes dépistées tard, fin de grossesse, VIH, réplicantes, il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à l'accouchement pour aboutir à l'indétectabilité. Vous voyez, en moyenne, c'était après 28 semaines de grossesse. Eh bien, lorsqu'on compare le dolutegravir à l'efavirenz, qui était la stratégie de référence, eh bien, on a 73% de contrôle virologique versus 42%. Donc, la réduction du risque de transmission, elle est là. Donc très clairement, ces situations où il faut de façon urgente contrôler la charge virale, eh bien, sont mieux couvertes et mieux assurées par, par le dolutegravir. Mais nulle molécule n'est parfaite. Vous avez entendu parler de l'avertissement du dolutegravir sur les femmes en période de conception. Je vais résumer en disant, mais vous l'avez vu, c'était rapporté par l'OMS, que le risque est minime maintenant, dès lors qu'on a eu un recul plus important, qu'on a eu plus de femmes dans cette situation. Et finalement, quand on pèse les avantages et les micro risques qui restent d'anomalies de tube de fermeture neurale, eh bien la stratégie de dolutegravir a néanmoins été privilégiée. Mais là, et une fois encore, j'aime l'idée que nul ne soit parfait, des données ont commencé à sortir en début d'année dans la conférence nord-américaine CROI qui montraient, dans la vie réelle, c'était un peu passé sous le silence dans les essais, que le poids, finalement, des gens qui prenaient des inhibiteurs d'intégrase avait tendance à augmenter. Et lorsqu'ils regardaient, bien effectivement, peut-être un peu plus pour le dolutegravir. Et vous voyez bien sur cette courbe que le poids est stable et tout d'un coup, les choses montent. Et puis les données, c'est toujours mieux de les évaluer dans des essais randomisés, comme vous le savez. On a regardé dans 2 essais très importants, un essai NAMSAL réalisé en Afrique, traitement stratégie d'initiation, où on comparait tenofovir 3TC dolutegravir, voilà, la stratégie innovante, versus la référence tenofovir 3TC et efavirenz. Et même chose dans la stratégie Advance, c'est à peu près le même protocole, sauf qu'il est en Afrique australe et en Afrique de l'Est, mais ils ont un bras supplémentaire
ou associés au dolutegravir, ils ont soit le tenofovir, comme dans Namsal, soit le TAF. Et la surveillance du poids dans ces 2 essais montre qu'effectivement le poids augmente partout, dans les 2 groupes ou dans les 3, mais qu'il augmente davantage dans la stratégie dolutegravir Teno-FTC, plus 5 kg en médiane, dans l'autre plus 6 kg, et KS96, ça se tasse pas et ça continue d'augmenter, avec des répercussions, des gens qui étaient un peu borderline et qui deviennent sur le profil obèse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'arrête d'utiliser. Ça veut dire que, on doit essayer de comprendre chez qui. Les premières données montrent que c'est plutôt les femmes, que c'est plutôt les femmes après 40 ans et que ce serait plutôt les femmes qui ne seront pas trop maigrichonnes. Mais voilà. Donc, là encore, attention, mais voilà, si on a une augmentation de poids, c'est pas forcément la dame ou le monsieur qui mange beaucoup trop. Les innovations. Donc, l'individualisation du traitement, il est là. C'est ce que j'appelle la transition éco-médicamenteuse. Bon, on l'a redit, on a été, les trithérapies, c'est 96, c'est très difficile de se démarquer, c'est quasi psychanalytique que d'attaquer la trithérapie. Mais d'une certaine façon, on sait qu'on initie plus précocement, on a des gens en moins mauvaises conditions, même si on a encore des gens qui se présentent tardivement, on a des molécules plus puissantes, plus robustes. Et puis surtout, on a maintenant un traitement suppressif qu'on doit monter dans des décennies. Donc on va essayer de réfléchir un peu plus économe en termes d'exposition médicamenteuse sur le long terme. Il faut qu'on s'adapte aux comorbidités. Et là encore, on a toujours un seul dogme, c'est la charge virale indétectable. On n'a pas le dogme d'une trithérapie. Et d'une certaine façon, posons-nous la question, pourquoi donner plus de produits si on peut faire aussi bien avec moins ? Alors, les stratégies d'allègement, et je vais aller très vite parce que Pierre de Truchy en parlera longuement dans une plénière, mais globalement, il y a les réductions de doses, il y a les bithérapies et il y a les traitements intermittents, toujours avec l'objectif, évidemment, 0 réplication, réduire l'exposition cumulée aux molécules et épargner le capital antirétroviral. Donc des réductions de doses, j'ai évoqué l'efavirenz qui est maintenant rentré dans les recommandations OMS. Vous vous rappelez, c'était l'essai qui s'appelait Encore, où on avait montré que 400 mg était équivalent en termes d'efficacité à 600 mg, mais que ça réduisait la toxicité. La même chose pour le darunavir, je sais que vous l'utilisez moins, mais des stratégies ont montré que et 600 mg et 400 mg étaient, dans un essai en particulier à NRS Darulite, étaient efficaces. Donc, on peut aussi donner moins d'inhibiteurs de protéase. Évidemment, la stratégie la plus en vogue en termes d'allègement sont les bithérapies. Et que ce soit en initiation, et c'est ça la vraie révolution, ou chez des gens en switch, comme on dit, qui sont déjà contrôlés. Globalement, si on regarde les stratégies, il y a très souvent du 3-TC, il y a soit un inhibiteur de protéase, certes la classe est un peu moins sexy, mais sinon c'est l'inhibiteur d'intégrase et le 3-TC, ou l'inhibiteur d'intégrase et un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase. Alors, darunavir 3-TC, regardez, pas besoin de donner en plus, par exemple dans cet exemple du tenofovir, les performances, à condition que les gens ne soient pas hépatite B, mais les performances sont à plus de 90%, équivalence, un concept extrêmement important, et ça faisait suite à l'étude Gardel qu'il avait démontré pour la première fois avec le lopinavir. Bithérapie en switch, dolutegravir, rilpivirine, deux classes différentes, 2 essais, vous les connaissez probablement, plus de 95% de maintien du succès virologique, et maintenant un industriel qui a fait un petit comprimé de cette bithérapie, voilà, de dolutegravir et de rilpivirine.
Ce qui a créé la surprise, c'est l'étude Gemini. Donc Gemini, c'est l'année dernière, les premières 48 semaines. Le concept de Gemini, c'est je ne donne plus en initiation de trithérapie, je donne une bithérapie, je donne le dolutegravir avec le 3TC. Vous me concéderez que le 3TC n'est pas non plus la super puissance, mais c'est avec lui qu'on l'a... voilà. Les auteurs de l'étude avaient même choisi pas de limite de charge virale, sauf 500 000. Okay, donc pas de limite. Et donc lorsque cet essai randomisait 1400 patients, lorsqu'on regarde le taux de suppression virologique, je ne sais pas si vous voyez très bien, eh bien, à 48 semaines, qui est le moment où on évalue l'essai, on est à 93 versus 91, c'est complètement non inférieur. Donc, première démonstration que d'une stratégie allégée dolutegravir 3TC était aussi performante qu'une trithérapie dolutegravir, tenofovir, FTC. Et évidemment, les gens disent « Oh oui, mais c'est 48 semaines ». Donc, les données ont été montrées à 96 semaines et vous voyez un parfait parallélisme des deux cours permettant d'affirmer ce que certains guidelines sont maintenant inclus, que cette stratégie peut constituer une proposition et encore une alternative, voilà, dolutegravir 3TC. Donc, ce qui est très important, certes, c'est l'efficacité, je viens de vous en parler, mais c'est surtout dire, et si pour les quelques-uns qui ne sont pas indétectables, et si à cause de mon traitement allégé, ils avaient développé plein de résistances, c'est quand même très embêtant. Eh bien, chez les quelques qui n'ont pas été contrôlés, qui étaient en échec virologique, aucune mutation de résistance n'a été détectée. Voilà. Donc ça, c'est un point important et qui montre bien quand même la résistance et la robustesse virologique d'une telle stratégie. Alors, la suite, ça a été de faire cette stratégie dolutegravir 3TC en switch. C'est une étude qui a été montrée cette année, qui s'appelle Tango. Bon, si Dolu 3TC peut faire en initiation, vous imaginez bien que ce n'était pas très difficile de faire en switch, mais enfin, il faut quand même le montrer. Là encore, parfaite équivalence de la bi et de la tri. Alors, troisième volet, nous on l'aime bien et Pierre en parlera longuement, c'est les traitements intermittents. Une initiative sud-africaine il y a quelques années chez des adolescents, population difficile à traiter, chez des adolescents qui étaient contrôlés, des jeunes, je crois qu'ils ont 10 ans, on leur propose de sauter la prise du week-end et tout ça est contrôlé. Et vous voyez, il n'y a pas d'échec davantage entre le maintien 7 sur 7 ou la prise 5 sur 7. En France, à la NRS, donc l'étude 4D, qui est une étude pilote, a été montrée 4 jours sur 7. Là, il y avait un seul groupe. Vous voyez le taux de succès. Là, vous voyez que c'est presque plat parce que voilà, il n'y a pas d'échec. Et donc là, la publication de l'étude de phase 3, qui est la randomisée comparative avec une puissance suffisante pour assurer les conclusions, 600 patients. Et si vous voulez savoir ce que ça va donner, eh bien, je vous invite à aller écouter Pierre, je ne vous le dirai pas. Alors, vous allez dire, c'est bien, elle parle beaucoup de stratégie allégée, mais qu'est-ce qui se passe à la Pitié-Salpêtrière? Ben, vous voyez, désolée, c'est en anglais, je suis catastrophiée, j'ai passé des heures à traduire. Donc, c'est une évolution, c'est 2017-2018, donc vous voyez, c'est environ 3000 patients qui sont contrôlés, et vous voyez en rouge les stratégies allégées qui sont choisis par les différents médecins du service, hein, c'est pas que moi. Donc les stratégies intermittentes qui représentent 6%, les stratégies de bithérapie 25% et les monos 4%, avec une progression 33% en 2017 et 36%
en 2018. Donc voilà, c'est vrai qu'on va, là encore, il n'y a pas de dogme, mais c'est important de pouvoir alléger le médicament chez les patients. Optimiser le suivi, c'est clair. Adapter, différencier, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup. Moderniser, impliquer les soins. Là encore, il va en être question dans la conférence, en particulier avec les sessions numériques. Et finalement, si on réfléchit à le futur sans eux du traitement antirétroviral, j'espère que je vous aurai convaincu, mais vous l'étiez déjà, que le dogme, c'est la suppression virologique, que la charge virale ne peut être séparée de la distribution des boîtes de médicaments, que la détectabilité, c'est une liberté, c'est un devoir des praticiens et c'est un dû aux patients. Et que globalement, les antirétroviraux sont le seul moyen de stopper l'épidémie. Donc le défi, c'est durer, c'est réduire cette exposition. On va avoir avec nous des molécules de longue durée, que ce soit en prise orale, peut-être une fois par semaine, ou que ce soit en injectable, voire en implant. Et puis des stratégies qui vont certainement se combiner un jour avec des anticorps neutralisants. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Alors pour vraiment conclure, mettre fin à l'épidémie, on l'a évoqué, on va à l'épidémie, il y a une mission, dépister, proposer à toutes les populations clés un dépistage, une prise en charge en sécurité, c'est-à-dire dans un environnement friendly, on dirait en anglais, amical. On a une seule attitude, il faut traiter, il faut prévenir, prévention combinée. On a un dogme, je le dis, la charge virale indétectable, et on a un défi, c'est durer. Donc, si on a 3 mots, c'est test, molécule, charge virale, et avec ça, on devrait contrôler l'épidémie. Je vous invite donc tous à venir à Dakar. C'est un grand défi d'avoir la Fravie en Afrique subsaharienne, et très clairement, nous ferons le bilan des 2020 partout dans le monde, et en particulier dans cette communauté francophone qui est la nôtre. Je vous remercie.